expertise chirurgicale délocalisée pour procédure chirurgicale dans les forces armées, projet RAPAS. Monsieur le vice-président général, mesdames, messieurs, je vous remercie de me permettre de présenter ce projet d'assistance chirurgicale à distance. Alors pourquoi parler d'assistance chirurgicale à distance? Parce que, ce qu'on a dit tout à l'heure avec le professeur Malbras, c'est que la chirurgie a évolué ces 30 à 50 dernières années vers la spécialisation, voire la surspécialisation, qui est l'évolution naturelle des connaissances de plus en plus nombreuses, de plus en plus denses dans chacun des domaines, de matériel de plus en plus sophistiqué. Et c'est également le fruit de cette notion d'expertise qui est apparue avec toutes ces séries qui ont montré l'intérêt de l'effet volume, avec la création des centres experts, avec des équipes pluridisciplinaires et des prises en charge avec du matériel très spécifique dédié aux organes. Alors, si c'est vrai en pratique civile et notamment en chirurgie, en cancérologie, c'est également vrai en traumatologie. Et on a désormais des trauma centers qui prennent en charge de manière pluridisciplinaire, au déchocage, les polytraumatisés, dans des salles qui sont devenues extrêmement sophistiquées. Et vous avez ici les derniers modèles de salles de déchocage qui permettent de faire un scanner, de la radiologie interventionnelle et d'opérer les patients en même temps. A l'inverse, la chirurgie militaire, elle a évolué vers une prise en charge en milieu austère. Alors, par milieu austère, on entend moyens diagnostiques limités, matériel léger, rustique, des équipes également très succinctes, avec un chirurgien du tronc, un chirurgien tête-coutron et puis un chirurgien des membres. Ces équipes, cette chirurgie militaire, elle s'est organisée également vers la traumatologie et l'urgence. Et tout ça, c'était possible en travaillant sur la polyvalence des personnels. Cette polyvalence qui est possible grâce à la formation. On a vu naître des diplômes très spécifiques pour les chirurgiens, pour les anesthésistes réanimateurs et pour les personnels paramédicaux également. C'est une formation aussi qui est tournée vers la simulation, aussi bien sur le terrain que dans les hôpitaux. Mais c'est aussi une chirurgie qui est possible, chirurgicalement qui est possible, grâce à la chaîne de soutien opérationnel qui est extrêmement efficace, extrêmement rapide, basée sur un rapatriement échelonné du blessé pour l'amener en 24-48 heures en France dans les hôpitaux d'infrastructure équivalent de trauma center. Alors le problème, c'est qu'actuellement, la polyvalence, elle est difficile à maintenir. Déjà, dès le départ, lors de la formation, les internes sont formés dans les milieux civils, dans des services spécialisés, mais c'est également une polyvalence qui est difficile à maintenir au quotidien. Et vous avez ici deux extraits de la presse grand public américaine qui soulignent les difficultés des chirurgiens militaires américains à maintenir leurs compétences en traumatologie. Alors ces articles qui sont issus en fait de publications, notamment une publication qui est assez impressionnante, qui a montré qu'un chirurgien militaire américain en pratique quotidienne, s'il veut atteindre les objectifs d'expertise requis, il faudra qu'il travaille 80 années consécutives. Donc il y a vraiment, on peut se poser des questions sur la notion d'expertise. Est-ce que notre expertise répond aux impératifs de qualité? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de chance pour les blessés en termes de survie, en termes de sauvetage-ement, par exemple? Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas transposer ce qui se fait dans le civil, dans le milieu militaire. Ça ne sera pas possible en termes de matériel et en termes d'effectifs humains. Parallèlement, la chaîne de soutien opérationnel tend également à être mise en difficulté. Les combats ont évolué et on voit de plus en plus des actions menées par les forces spéciales en milieu hostile, avec un prolongement des prises en charge des blessés dans ce qu'on appelle la fameuse zone grise. C'est la zone où en fait, on discute de manière géopolitique. Il y a des élongations qui sont liées aux impératifs météorologiques, des élongations qui sont liées aux distances. Et finalement, on est venu à penser à des pratiques avancées pour permettre des évacuations retardées. C'est ce que la littérature anglo-saxonne appelle le prolonged field care. Et donc, par ailleurs, s'ajoute à ça le problème des combats, des conflits à haute intensité. On ne pourra pas évacuer en 24-48 heures un afflux massif de blessés. Donc il va falloir trouver des solutions pour contourner, ou en tout cas pallier ce problème de polyvalence et la chaîne de soutien opérationnel. Il va falloir trouver un plan B. Alors peut-être que la solution peut venir de la télémédecine qui peut permettre de donner une réponse
Elle pourrait permettre de fournir des soins, de faciliter des gestes de sauvetage de niveau N+1 à un niveau N-1 grâce aux technologies de télécommunication. Et donc on pourrait ainsi prolonger les soins en zone grise. La télémédecine, c'est ancien. La première télémédecine, c'est en 1906 avec un électrocardiogramme transmis par télégraphe. Et puis ça a évolué au fur et à mesure des technologies. Ce qui est sûr, c'est que de nombreuses publications ont montré l'intérêt en termes d'accessibilité des soins et aux données médicales. Certaines ont montré une amélioration de la qualité des soins. Et vous avez ici une méta-analyse qui a montré qu'il y avait une amélioration de la survie en soins critiques lorsqu'on faisait appel à la téléexpertise. La téléchirurgie, ce n'est pas strictement la transposition de la télémédecine. La téléchirurgie, ça fait appel à différents concepts. Tout d'abord, le remote surgery, la fameuse opération Lindbergh de 2001, où le chirurgien à distance va opérer grâce à un robot. Et d'un autre côté, on a le télémentoring, téléprotectoring, que j'appellerais plutôt téléexpertise en français. Le chirurgien est sur place, mais il est aidé par des experts qui sont à distance. Et ça, c'est intéressant pour la chirurgie militaire, parce que ça permet de gommer les distances et de proposer une prise en charge pluridisciplinaire, tout en respectant les contraintes de matériel. Il n'y a pas de robot à transporter, mais ça permet également de discuter des cas, d'anticiper les prises en charge, de réguler les évacuations sanitaires et de diminuer les déplacements personnels, diminuer les risques et diminuer les coûts. Alors, la littérature militaire sur la téléexpertise en chirurgie, elle n'est pas très riche, en tout cas pas très solide en termes de méthodologie, mais il y a quand même cette étude qui est intéressante, qui date de 2017, qui a été menée par un groupe d'études sur le damage control en milieu austère, et qui fait une synthèse des travaux récents. Tous ces travaux montrent la faisabilité, tant en termes de diagnostic qu'en termes de contrôle de l'hémorragie, hémorragie jonctionnelle dans le cas présent, voire même de laparotomie avec packing hépatique, fait par un non-chirurgien. Mais ça montre la faisabilité, mais ça montre surtout l'intérêt pour diminuer le stress du personnel qui est projeté, qui n'est pas pratiquant de cet acte, et qui va devoir réaliser cet acte. L'intérêt également, ce qui est intéressant dans cette étude aussi, c'est que dans l'ensemble des travaux qui ont été menés, ils ont montré que l'expérience préalable était fondamentale pour la réussite. Et donc la téléchirurgie ne vient pas remplacer la formation, mais elle vient en complément de la formation. Donc ça, tout ça, c'est très intéressant pour nous. Alors quels impératifs faut-il, qu'est-ce qu'on attend de la téléexpertise en chirurgie militaire? La chirurgie militaire, c'est un travail d'équipe. Il va falloir pouvoir faire en sorte que l'expert soit dans l'équipe. Il va falloir qu'il puisse échanger sur le plan audio avec l'équipe, qu'il puisse avoir un bilan lésionnel. Et la chirurgie, c'est quand même une spécialité des sens. Il faut qu'on puisse avoir une notion de l'ambiance, il faut qu'on puisse voir ce qui se passe, notamment en chirurgie ouverte. Et donc, il va falloir réussir à obtenir l'immersion de l'expert dans l'ambiance du blessé. Et en retour, l'expert, il faudra qu'il puisse échanger à la fois des notions par la voix et guider le chirurgien, mais également pouvoir lui montrer des choses, échanger des annotations, pouvoir pointer des organes. Et tout ça sans interrompre la tâche. Il ne faut pas que le chirurgien ait à lever toutes les 5 minutes la tête pour regarder ce que va lui dire l'expert. Et donc, il va falloir augmenter la réalité du chirurgien. Et c'est probablement ça la prochaine étape de la téléexpertise, c'est la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est une technologie numérique qui appartient aux nouvelles expériences immersives. À la différence de la réalité virtuelle qui recrée totalement un espace numérique, la réalité augmentée, elle superpose des données numériques dans l'espace réel. Et on a même la réalité mixte, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'apporter des données numériques dans le champ visuel de l'opérateur. Et ces données numériques, l'opérateur pourra les manipuler sans avoir à toucher quelque appareil que ce soit. Et donc ça, pour le chirurgien, c'est quand même extrêmement intéressant, ça ne va pas l'interrompre au milieu de son action. Alors en pratique, à l'heure actuelle, la réalité augmentée en chirurgie civile, elle est utilisée pour l'enseignement. Vous avez ici une série qui a été rapportée par une équipe italienne qui, pendant le Covid, s'est aperçu que les étudiants ne pouvaient plus venir au bloc opératoire. Et donc les chirurgiens s'étaient équipés de lunettes de réalité augmentée. Donc ils filmaient ce qu'ils opéraient et ils additionnaient à ces images qui étaient envoyées aux étudiants des images de scanner qu'ils commentaient en temps réel. Et donc il y en a un vrai partage d'informations avec des étudiants à distance.
Ça a également un intérêt dans le mentoring, et vous avez ici cette étude sur l'urotéroscopie qui a comparé le télémentoring, la téléexpertise par réalité augmentée à une téléexpertise par écran déporté. Et on voit clairement une amélioration du taux de réussite des gestes et surtout de la vitesse d'exécution avec une grande satisfaction pour les opérateurs. Pour finir sur l'enseignement, ça a également un intérêt immersif et collaboratif en simulation. Et là, vous avez une étude qui est très récente, qui est assez intéressante, qui reste pour l'instant du gadget, mais sur un cas simulé, il avait été projeté des reconstructions tridimensionnelles d'un scanner, d'un cas réel, cette projection a été faite sur un mannequin, et toute l'équipe était équipée de lunettes de réalité augmentée. Ils pouvaient ainsi être projetés dans le cas concret et partager des images, discuter la prise en charge et voire même mimer des gestes de radiologie interventionnelle et de chirurgie. En chirurgie, c'est surtout sur la planification que la réalité augmentée est en train de vraiment s'imposer. Alors on a le côté accès aux données qu'on a vu précédemment, qui est intéressant en péro-opératoire sans avoir à toucher quoi que ce soit, mais également pour tout ce qui est organes fixes, notamment l'os et la neurochirurgie, la possibilité d'envisager la navigation et la planification chirurgicale avec le positionnement de vis pelliculaires dans le cas présent, mais également en chirurgie viscérale, sur les organes les plus fixes de l'abdomen, en chirurgie hépatique. Par exemple, ici, vous avez une reconstruction d'un arbre vasculaire hépatique sur un foie polymétastatique que le chirurgien peut manipuler pour l'intervention pour vérifier la position des métastases par rapport à l'arbre vasculaire. Sur la droite, c'est une reconstruction d'un pédicule hépatique un peu complexe que le chirurgien peut également consulter pendant le geste chirurgical. La limite actuelle, c'est le calage, l'ancrage des images dans l'espace, le fait que ces images ne soient pas superposables de manière vraiment extrêmement précise sur les images réelles. Probablement, les technologies modernes à venir nous permettront d'avoir un véritable ancrage. Pour finir, l'assistance à distance est également intéressante, et c'est ça qui peut nous intéresser en chirurgie militaire. Et vous avez plusieurs travaux menés par une équipe de recherche d'Indianapolis qui sont intéressants parce qu'ils ont vraiment cherché à ancrer les images et les indications de l'expert dans l'espace. Ils ont commencé en 2016 par simplement des simulations sur mannequin à travers une tablette qui était interposée entre le champ visuel de l'opérateur et le mannequin. Et ils ont montré que par rapport à une téléexpertise avec écran déporté, il y avait une amélioration de la précision du geste, de la vitesse d'exécution et du taux de réussite des gestes. Par la suite, cette même équipe a montré l'intérêt des lunettes de réalité augmentée sur des gestes d'urgence avec la clipothyroïdotomie et la fasciotomie des membres inférieurs. Vous avez ici quelques exemples des outils dont dispose l'expert pour créer des annotations. Alors en chirurgie militaire, la réalité augmentée, très tôt, elle a intéressé les Américains et en 2013, ils rapportaient un travail qui était mené auprès d'étudiants de première et deuxième année de médecine qui étaient complètement novices pour étudier un pneumothorax. Ils avaient comparé des étudiants qui étaient guidés par réalité augmentée avec des images projetées sur le thorax. C'était pas une télé-expertise, c'était plus un tutoriel, à des étudiants qui avaient simplement eu une formation juste avant de réaliser le geste. Et on voit un taux de succès nettement supérieur quand les étudiants avaient les images qui étaient projetées pendant le geste. Ensuite, plusieurs études ont été publiées sur la faisabilité en préhospitalier, voire même sur la droite, dans le cadre de gestes de damage control par des non-chirurgiens. Vous avez ici une étude récente où un non-chirurgien réalisait un clampage de l'artère iliaque externe en étant guidé par un chirurgien. Ce qui est intéressant dans toutes ces études, qui montrent la faisabilité, il n'y a pas de comparaison, ça reste de la simulation, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ont montré l'intérêt en termes de stress pour le novice qui réalise le geste. Pour finir, en chirurgie militaire, la réalité augmentée peut être également intéressante dans le cadre de la simulation, et vous avez ici une proposition d'utilisation avec des blessures qui sont projetées sur un écran, sur un cas simulé, et qui évoluent au fur et à mesure de la prise en charge. Sur la droite, c'est également une étude assez intéressante où les auteurs ont montré la faisabilité de la projection de reconstruction 3D d'images de scanner sur des cas simulés.
et ces images étaient ancrées dans l'espace également. Alors, outre la faisabilité, les auteurs trouvaient ça intéressant pour l'enseignement parce qu'ils pouvaient jouer sur les contrastes pour rendre les images plus ou moins riches sur le plan anatomique. Ce qui était intéressant, c'était tout ce qui était spécifique militaire, avec les difficultés liées à la luminosité, avec donc un calage qui était plus difficile en ambiance obscure, un calage des images qui était également plus difficile à cause des vêtements de camouflage, et également les saignements. Quand il y avait des saignements qui étaient mimés, ça assombrissait et diminuait les contrastes, et donc l'expert à distance était un peu gêné. Si on veut utiliser ça dans l'avenir, il faudra penser à comment acquérir les données médicales. Est-ce qu'il faudra avoir des données préalables avant le déploiement des soldats, ou est-ce qu'il faudra utiliser une anatomie standard? Ça reste quand même, pour l'instant, un peu du domaine de la recherche. Alors, le projet RAPACE, c'est un peu un mix de tout ça. C'est la réalité augmentée pour assistance chirurgicale d'experts. On a repris les impératifs qu'on s'était fixés, donc on veut pouvoir échanger sur le plan audio et vidéo avec un expert à distance, et que lui, en retour, puisse nous transmettre des annotations qui seront intégrées dans le champ visuel. Donc, l'opérateur sera équipé de lunettes de réalité augmentée qui permettront de capter exactement son champ visuel. Ces lunettes permettent également des échanges audio en temps réel, et tout ça en conservant le champ visuel. Donc il faudra des lunettes qui n'assombrissent pas le champ visuel, il faudra des lunettes qui soient compatibles avec l'ergonomie du bloc opératoire en mission, donc il faut pouvoir porter également des lampes frontales, et que tout ça soit manipulable en main libre. L'expert, quant à lui, pourra placer des indicateurs qui seront renvoyés en temps réel. Au départ, ce sera très probablement pour les questions d'ancrage qui restent un peu délicates, des captures d'écran qui seront renvoyées à l'opérateur, mais dans l'avenir, on espère pouvoir ancrer tout ça dans l'espace pour que ça soit beaucoup plus didactique. Pour finir, on envisage de créer un mode hors connexion avec des tutoriels intégrés dans ces lunettes qui permettront, en zone de conflit où les connexions Internet ne sont pas forcément évidentes, d'avoir accès à des explications, des schémas explicatifs sur des gestes qui restent délicats pour le chirurgien déployé. Alors, il existe de nombreux freins, les problèmes de connexion, de réseau, qui sont des freins à lever au fur et à mesure, le problème de sécurité des données, le problème de poids des données, mais très probablement la révolution quantique va permettre de faciliter les calculs et d'alléger les données. Et puis les problèmes médico-légaux, qui est responsable du geste? Est-ce que c'est uniquement l'utilisateur ou est-ce que l'expert a une responsabilité médico-légale sur ce qui va être fait? Donc en conclusion, la téléchirurgie est intéressante, elle permet vraiment de pallier un déficit. C'est une solution de secours, mais ne doit absolument pas remplacer un déploiement du soutien adapté et une formation. L'intérêt collaboratif de la téléchirurgie est évident. La téléchirurgie ne doit, à mon avis, pas faire un pas sur la réalité augmentée. C'est une technologie de demain, mais il faut aussi préparer dès maintenant, parce que c'est vraiment ça qui va immerger l'expert dans l'ambiance et c'est ça qui est important. Je vous remercie de votre attention. Merci. Très ambitieux. Moi, je pense que vous avez beaucoup d'avance sur la chirurgie civile parce que vous travaillez tout le temps dans une chaîne de soins obligée avec une façon de travailler rapidement. Quand on opère un cancer du côlon dans l'hôpital de métropole, il n'y a aucune transmission de données. Vous allez à l'université, discutez, et puis vous opérez dans votre côlon. À tel point d'ailleurs qu'on a mis des seuils, il y a quand même des barrières pour les gens sont pris en charge. Et là, on s'interroge sur le parcours des soins dans le cancer. Alors que vous avez quasiment cette obligation de passer du niveau 1 au niveau 4, vous imaginez tout de suite la prise en charge au fur et à mesure. Je pense que vous avez peut-être même une certaine avance et que vous allez nous montrer comment on peut faire. Parce que cette obligation de transmission d'informations, pour des décisions rapides, adaptées dans le temps, je pense que vous avez beaucoup plus qu'en chirurgie civile. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on intègre dès le départ. Et le fait qu'on soit déployé au fur et à mesure de notre évolution
fonctions sont déployées à différents niveaux, ça nous permet d'intégrer cette notion de transmission et de partage des informations. Et ce projet permettra vraiment de franchir une étape, je pense. Vous tendez à avoir une question civile. Alors, le CHU, chirurgien en train d'opérer, chirurgien ouvert, commencez-vous, il y a un conseil qui s'inscrit dans son bureau. Oui, mais on n'est pas du tout dans la même ambiance. Hein. Oui, bien sûr. Alors, tout l'aspect formation pour la simulation et la bancaire, ça c'est autre chose, bien sûr. Mais dans la prise de décision, vous allez nous apprendre des trucs. Mais tout va dépendre enfin, on n'a pas le temps de développer, c'est passionnant, c'est bien créer une séance, on se passe seul, mais vous l'avez souligné, le problème de collection, de qualité des éléments qui sont transmis dans un sens ou dans l'autre, parce que vous avez quand même l'anatomie du patient, la qualité de la transmission va dépendre de ce qu'on va faire dès le départ, et les conditions qui vont là. Il y a beaucoup de questions, mais comme ça a été souligné, on peut imaginer dans l'autre sens un grand rôle sur la formation ou de l'aide des chirurgiens en situation dégradée, bien sûr, comme ça qu'on va décrire, c'est comme ça qu'on va décrire tout à l'heure, c'est très intéressant. De toute façon, il est clair qu'il y a un grand chemin à faire et que vous soulignez les projets de communication, changer, sans doute nous donner les objets de conclure, c'est très. Je pense qu'on aura d'autres sessions où on pourra discuter de ce sujet passionnant. Et donc,